Merci de votre fidélité sur CNews. Place à présent au grand débat d'actualité des Voix de l'Info. Au programme ce soir, cette question: quel modèle pour les hypermarchés? Carrefour a donc annoncé un vaste plan de restructuration avec des milliers de départs à venir. La mutation des métiers s'accélère, dont celle des caissiers, des caissières. Alors comment s'adapter? Quelles conséquences concrètes aussi et quotidiennes? Pour nous, le débat est à suivre. Dans l'actualité également, l'élite mondiale réunie à Davos, c'est le rendez-vous annuel des grands dirigeants d'entreprise et des politiques pour imaginer le monde de demain. Mais quel monde avec autant d'inégalités sur la planète? Davos, c'est aussi la vitrine de ces inégalités. L'analyse est à suivre. Et puis à partir de 18h30, le grand entretien, deux invités, elles sont grands reporters au quotidien Le Monde, Ariane Chemin et Raphaël Baquet, qui publient un livre enquête sur la ville de Trappes et également sur les banlieues françaises. Interview à suivre, mais d'abord vos questions et réactions avec le hashtag Les Voix de l'Info. Et pour nos débats, je suis entourée comme d'habitude des Voix de l'Info de ce jour. François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. À vos côtés, Anne-Claire Ruel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Spécialiste de communication, fondatrice de l'agence Le Board. Frédéric Dabi est là, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Nous accompagne également notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et à vos côtés, Jean-Louis, on accueille pour ce premier débat Michel Engels, bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes responsable du syndicat FO Carrefour. Merci d'être avec nous. Alors c'est la question que l'on pose aujourd'hui. Quel modèle pour les hypermarchés? C'est une question concrète d'ailleurs que l'on pose. On n'est pas du tout dans la macroéconomie, on est dans ce qui touche à nos vies, à notre quotidien, aux emplois également. Alors quelle mutation cela va-t-il entraîner? On va écouter justement à ce sujet le PDG de Carrefour. C'était ce matin, Alexandre Bompard. L'enjeu qui se présente à nous est de transformer en profondeur notre groupe pour que la richesse, le nombre et la diversité de ses actifs révèlent leur valeur. Moi, j'ai la conviction que notre groupe a la pleine capacité de réussir cette transformation. Faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, c'est l'objet du plan Carrefour 2022 que je vous présente aujourd'hui. Michel Engels, est-ce que vous partagez, ou en partie en tous les cas, cette conviction, cette vision et même cette confiance affichée aujourd'hui pour la suite? Partager cette conviction et cette confiance, c'est pas le mot que j'emploierais. Alors, nous avons besoin d'un nouveau PDG avec une vision et des objectifs, mais on voit qu'ils sont à moyen terme, à long terme, c'est ce qu'il faut pour une entreprise. Donc c'est déjà mieux que juste des attentes à court terme pour les résultats de l'année ou les dividendes de l'année. Et qu'est-ce qui vous inquiète précisément, ce plan? Vous le connaissiez un petit peu, vous connaissiez l'ampleur, vous connaissiez les chiffres, c'est le cas? Pas du tout, non. Pas du tout. Non. C'est une surprise ce matin? C'est une surprise, mais pas que pour moi. Je pense que c'est pour l'ensemble des salariés de ce groupe, l'ensemble du management de ce groupe, qui l'a découvert, je pense, pour le plus grand nombre avec moi ce matin, en écoutant les informations. Vous ne saviez rien de ces 2000 et quelques emplois? Vous ne saviez rien de ce qui se préparait? Vous ne saviez rien de l'ampleur de la restructuration? Alors, juste un moment. 2400, c'est le chiffre qui reste, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, OK, pour ces 2400, on peut dire qu'on s'attendait à un certain nombre de postes remis en cause sur Massy. Mais à titre d'exemple, il y a quelques années en arrière, on avait eu un plan social, un PDV, un plan de départ volontaire, comme on dit, sur Massy. C'était 500 postes. C'était M. Plassat qui avait mis ça en place. 500 postes. Donc, on s'attendait à quelque chose, mais entre ce qui s'est passé et ce qui est annoncé aujourd'hui, mais je vous dis, ce n'est qu'un chiffre. Vous vous inquiétez de la suite? C'est ça, on va parler de cette suite. Qu'est-ce que, selon vous, cache ce plan et les objectifs de ce nouveau patron? Il faut préciser, Jean-Luc Gombaud, notre chroniqueur économique, qu'on parle là du premier employeur privé de France. C'est pas rien. 115 000 personnes. Donc, c'est vrai que pour ces gens-là, ça a dû être un coup de massue aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la première annonce, c'est les 2400. Mais il y a également tout ce qui va suivre. Parce qu'en fin de compte, M. Bompard, ce matin, nous a dit qu'il fallait faire 2 milliards d'économies sur Carrefour. Or, avec 2400 personnes qui vont quitter Carrefour, il n'y a pas les 2 milliards d'économies. Et donc, par la suite, il a développé. Il va, par exemple, il y a un problème sur l'ensemble des supérettes de centre-ville. Il y en a combien? 200 et quelques à peu près? 273. 273, dont beaucoup, enfin dans la globalité, elles ne sont pas rentables. Il va faire ça point par point.
Bon, pour chaque supérette, vous avez à peu près 10 emplois concernés. Si vous fermez ça, ça vous fait déjà énormément de gens. Il y a également la réduction. Il a dit qu'il ne fermerait aucun hypermarché, mais il va en réduire la surface de 5%. Donc là aussi, ça vous fait d'autres emplois. Alors le problème qui s'est posé, vous dites, vous n'y attendiez pas. En fait, ça fait des années qu'on se pose la question de savoir, mais que va devenir Carrefour? Le chiffre d'affaires baisse, la part de marché, parce que ce n'est pas que tous les hypermarchés. Chez Leclerc, la part de marché augmente, Carrefour, ça recule, et on s'attend depuis déjà longtemps à un problème. Alors la précision, évidemment, tombe comme un coup de massue, mais on savait que Carrefour avait des véritables problèmes structurels. Et vous avez remarqué, c'est un peu le ton de Macron que j'entends. J'avais l'impression on voit bien la nouvelle... C'est intéressant, ça, vous me direz, vous êtes d'accord. On a vraiment... cet homme a 45 ans, c'est la fameuse nouvelle génération, etc. Enfin, le problème, c'est qu'il n'a pas, c'est par rapport à votre question, il n'a pas défini véritablement ce qu'il entend pour l'avenir de Carrefour. On va en parler, mais c'est important ce que vous dites avec cette éventuelle disparition de supérettes, ou en tous les cas ce tri qui serait fait entre celles qui seraient rentables ou pas. Il faut préciser quelque chose, et là je vais encore me baser sur les chiffres. Carrefour fait des bénéfices. Oui. Bon, est-ce que ça peut être... Mais en recul. Oui, mais en recul. Mais fait des bénéfices. Donc la moins question, 15%. est-ce que ma question est légitime? Oui. Je vous pose la question de savoir si elle est légitime. François Dertial, est-ce qu'on peut se poser quand même la question de savoir, puisqu'un groupe fait des bénéfices, pourquoi supprime-t-il, même si ce sont des départs volontaires, des emplois, des postes? Pourquoi a-t-il fallu un nouveau patron à Carrefour, qui est arrivé, donc Alexandre Bompard, au mois de juillet dernier? Parce que on appelait un patron qui, notre syndicaliste de Force ouvrière, délégué syndical Force ouvrière, le dit très bien, est une vision, c'est-à-dire qu'il conduise la maison à long terme. Or, là, nous parlons des supérettes de centre-ville, mais attendez, les hypermarchés sont aussi un poids très lourd dans la gestion structurelle de Carrefour. Et par conséquent, on savait bien qu'il allait se passer quelque chose. Les actionnaires dont on parle toujours pour dire on leur distribue des dividendes et ils ne payent jamais, il n'empêche que là, ils ont supporté 20% de chute dans leur cours de bourse. Une capitalisation qui a diminué de 20%. Donc ça a appelé forcément des transformations. On y est. Oui. Et évidemment, ça coûte humainement très lourd, très très lourd, mais cette restructuration, elle est indispensable. Ce qui compte maintenant, c'est que ceux qui vont être les victimes de la restructuration, les 2400, et au-delà, avec le plan de départ volontaire, que ceux-là, non seulement retrouvent un emploi, mais soient suffisamment indemnisés. C'est ça le plan social. Il y a plusieurs points dans votre argumentaire. Il faut rappeler quand même l'importance de Carrefour par rapport aux emplois. C'est un employeur qui est très important. Également rappeler, en tous les cas, c'est ainsi qu'il est souvent présenté, Alexandre Bompard, comme un patron qui a des qualités. Les boîtes par lesquelles il est passé se portent plutôt bien. Vous reviendrez, j'imagine, là-dessus. Mais est-ce que vous entendez ce discours-là? Qu'à un moment, il y a peut-être des sacrifices. Alors attendez. Déjà, on parle de Carrefour. Et par rapport à 2-3 chiffres qui ont été donnés, Carrefour en France, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires. La moitié du chiffre d'affaires mondial. Un peu plus. Ouais. C'est pas rien, ça ne va pas disparaître comme ça. Hein. Deuxièmement, c'est 220 hypermarchés avec 60 000 salariés. C'est plus d'1 millier de supermarchés dont 500 sont franchisés, 450 sont intégrés. Là, il y a 25 000 salariés. Et ensuite, il y a la proximité. La proximité, il y a plus de 3 000 points de vente, dont les 273 qui concernent les anciens DIA qui ont été repris il n'y a pas longtemps. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi ils ont été repris, mais ça, il faut demander à monsieur... Voilà pour le tableau. Voilà. Oui. Et tout cela pour dire que si la situation est là aujourd'hui, elle n'est pas bonne parce que Carrefour a du mal à s'adapter aux évolutions de ce commerce. Toutes les enseignes ont du mal, mais Carrefour particulièrement, parce qu'ils n'ont pas pu prendre les décisions nécessaires. Et ça, c'est la faute des dirigeants de cette entreprise et du conseil d'administration qui ont accompagné... Des dirigeants du passé qui ont accompagné M. Olofsson, qui ont accompagné M. Plassat et qui vont maintenant accompagner M. Bompard, bien que bon...
ils aient un peu bougé, puisqu'il y a un peu plus de financiers que par le passé. Mais bon, ça, c'est pas ce qui va arranger la situation. C'est la faute au patron. Mais est-ce que non, c'est les mauvais choix qu'ils ont faits. C'est ce que vous dites, oui. C'est les mauvais choix qu'ont fait ces membres de la direction de cette entreprise. Et il a raison. Anne-Claire Ruel, vous êtes spécialiste de communication. On a entendu ce matin l'annonce faite par le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, le groupe qui justifie ce plan plus largement par les mutations, par les besoins des consommateurs, par la volonté de s'adapter au changement. Est-ce que ces justifications-là, elles sont entendues, elles sont compréhensibles justement pour expliquer ou en tous les cas justifier un tel plan aujourd'hui? Si je peux demander à Frédéric pour cela, je pense que en l'état, si personne n'a été mis au courant précédemment, ça peut effectivement faire un choc. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que ces justifications-là, et je rejoins en tout point ce qui a été dit précédemment par François, c'est que on le savait depuis longtemps. C'est-à-dire que Carrefour, ça fait des années que ça ne va pas très bien. Et ça, l'opinion publique est habituée à l'entendre d'une certaine façon, parce que ils étaient assez concurrents jusque dans les années 2000. Et ensuite, il y a eu une succession de PDG qu'on a vu aussi dans les médias au fur et à mesure de leur nomination et ensuite de leur déchéance. Et on voit aussi qu'il y a un manque d'adaptabilité en termes de format, en termes de nouveaux usages aujourd'hui, les familles unipersonnelles, et puis surtout cette transformation digitale qui est très importante en termes de communication. Ça a tout son sens parce que effectivement on parle beaucoup de la grande distribution, mais aujourd'hui c'est aussi Internet et la Mais est-ce qu'on prend un exemple précis? Par exemple, Carrefour annonce ce vaste plan et en même temps, c'est frappant, Amazon ouvre sa première supérette sans caisse. Effectivement. Donc des métiers vont disparaître. Et je vais vous donner quand même une indication, parce qu'il y a des paradoxes qu'il faut relever. On est tous d'accord pour dire c'est pas bien, il ne faut pas que les caissiers et les caissières disparaissent au profit des machines dans nos commerces. Sauf que lorsque vous interrogez Frédéric Dabi, dans les enquêtes, les Français, on voit qu'un tiers des consommateurs seraient prêts à renoncer à un achat à cause d'une file d'attente trop longue en magasin et qu'on demande plus de rapidité, qu'on demande presque une automaticité qu'un être humain n'a pas, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, Frédéric Dabi, dans les enquêtes, un paradoxe? On est attaché à l'aspect humain, on est attaché à l'accueil, on est attaché, évidemment, aux emplois en France, voilà. Mais en même temps, on veut aller vers plus de modernité et même d'automaticité. Vous avez très bien décrit les contradictions de l'opinion publique française. Il y a d'abord une loi d'airain. Il y aura, je pense que les Français ne connaissent pas si bien que ça la situation et les difficultés passées de Carrefour, mais il y a une sorte de loi d'airain qui est une entreprise qui fait des bénéfices ne doit pas licencier, quand bien même c'est justifié. N'oublions pas... C'est parce que l'image est brouillée, justement. Oui, n'oublions pas aussi que ce n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est la grande distribution qui, dans l'imaginaire des Français, joue dans... Il y a le clivage gauche-droite, il y a le clivage aussi gros-petit. Oui, c'est le gros, oui. Celui qui... écrase le commerce de proximité. Tout se tient. Quand il y a quelques semaines, nous parlons de la France périphérique des centres-villes qui se vide. C'est la faute de la grande distribution. Alors c'est plutôt Internet, d'ailleurs. Tout à fait. Quand il y a quelques semaines, commerce en ligne, oui. On parle également de la crise des exploitants agricoles. C'est souvent la grande distribution qui est pointée du doigt. Carrefour, dans les enquêtes d'opinion, je pense à celle que l'IFOP réalise chaque trimestre pour Claude Posternac, qui est la matrice, est aussi... je rejoins ce que dit Anne-Claire sur l'image brouillée, l'entreprise qui a l'image la moins bonne comparée à Leclerc, comparée à Intermarché. Donc il y a, et c'est intéressant de voir par homothétie, le discours extrêmement macronien du président Bompard, du président, par rapport à ce que l'on entend du côté d'Emmanuel Macron, du côté de Bruno Le Maire, sur la transformation, l'agilité, la souplesse, l'adaptabilité. C'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus une appétence des Français à acheter par Internet sur souvent un levier, pouvoir retourner facilement un produit. La grande distribution a malgré tout un atout, dans un contexte où le pouvoir d'achat est revenu comme première préoccupation des Français, les prix jugés bon marché. Mais il y a ce que vous dites, les mots employés par les ministres, et puis il y a les réalités. Et merci d'être là pour en parler également. Quelle est, votre vision? On a entendu la vision du patron. C'est aussi intéressant d'avoir surtout aussi la vision des employés, des salariés. On dit beaucoup, parce que là on parle de Carrefour, mais les hyper, ces monstres aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas condamnés du fait de leur taille, justement? Est-ce que vous partagez cette vision aujourd'hui que l'on a? Moi, je ne partage pas le fait que les hypermarchés soient condamnés. Alors c'est vrai que c'est à la mode de dire cela. Il y a 10-15 ans, on disait les supermarchés sont condamnés. Et aujourd'hui, les magasins de proximité ont repris le dessus. On est dans une tendance qui fait qu'aujourd'hui, oui, les hypermarchés doivent se renouveler, mais le volume de chiffre d'affaires des hypermarchés fait les 3/4 du chiffre d'affaires de Carrefour en France. Donc on ne va pas jeter comme ça du jour au lendemain
demain une machine à faire du chiffre d'affaires. En plus, je pense que par rapport à des concurrents comme Leclerc ou Intermarché, mais moi je le vois de l'intérieur en tant que salarié et représentant des salariés, les conditions de travail et de rémunération des salariés de Carrefour sont quand même meilleures que celles de Leclerc ou d'Intermarché. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc, et de la même façon, on parle que aujourd'hui les consommateurs veulent pouvoir travailler par Internet, être livrés par Internet. Je ne suis pas sûr que les conditions des travailleurs qui sont chez Amazon soient plus favorables que celles des salariés de Carrefour. Donc il y a aussi à défendre. Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je dis simplement qu'il y a des choix qui ont été mal faits, mal décidés, et qu'on paye les conséquences de tout ça aujourd'hui. Et j'espère que M. Bompard va être capable de le faire, mais il ne faudra pas qu'il se méprenne. Il ne pourra pas le faire seul, sans les salariés de cette entreprise. Ça, vous lui avez dit. Voilà, on lui avons dit. Des réunions avec la direction et tout cela. Oui, Jean-Luc Gombault. Oui, simplement, on a critiqué la gestion des prédécesseurs de M. Bompard. Je veux dire qu'il y a un débat qui est... Monsieur a pointé du doigt cette gestion. Même dans la presse. Même dans la presse. Hein. Monsieur Plassard était très critiqué pour le fait qu'il ne bougeait pas, qu'il ne changeait pas les choses, etc. Il y a un véritable débat important. Est-ce que le digital va prendre vraiment tout le marché ? C'est ça la question. Et est-ce que ça vaut le coup que je fasse des restructurations coûteuses, parce qu'en fait c'est aussi coûteux pour l'entreprise, si jamais le digital ne s'étend pas à ce point ? Et Plassard était là dans est-ce que je garde les anciennes méthodes ? Or, ce qui est très important, ce qui s'est passé l'année dernière... J'ai l'impression que vous décrivez, pardonnez-moi, comme si c'était, puisque vous avez fait une comparaison avec Emmanuel Macron, un supposé ancien monde avec un potentiel probable nouveau monde. Alors justement, quel sera véritablement le nouveau monde du commerce ? On est au début. On est au début, et savoir si ça va se développer. Or, ce qui a beaucoup changé, justement, ces derniers mois, c'est deux choses. C'est le fait qu'Amazon a racheté une compagnie de distribution alimentaire. Or, 80% du chiffre d'affaires de Carrefour, c'est l'alimentaire. Et donc, il a été attaqué sur son cœur de métier par Amazon. Et Casino, l'autre, le concurrent, a également fait la même chose. Et il s'est dit, si évidemment l'alimentaire subit le même processus que l'ensemble de la commercialisation, notamment les produits bruns, l'électronique, etc., je vais aller très mal. Et donc, il faut aller très vite. Et c'est ça qui explique le fait que Bompard soit si pressé. Je vais vous laisser réagir. Mais non, on a envie de savoir, en tant que consommateur, que citoyen, quelle supérette va fermer chez nous ? Est-ce que ça va entraîner une situation, une détérioration pour notre territoire ? On a envie de savoir si le caissier, la caissière ne va plus être là. Et s'il disparaît, est-ce que ça va créer peut-être d'autres types d'emplois ? Est-ce qu'on peut répondre déjà à ces questions ? Tout se transforme. Et alors là, on est vraiment dans la microéconomie et dans le terme même du marché, puisque on ne peut pas faire plus proche que ce marché-là. Tout se transforme. Mais en quoi ? Mais en quoi ? Vous aviez autrefois un certain nombre de magasins de centre-ville se fermaient. Aujourd'hui, vous en avez d'autres qui s'ouvrent, qui sont plus spécialisés ou qui sont les fameuses supérettes, qui seront mieux gérées différemment, etc. Tout ça ne va pas mettre en cause la liberté du client d'aller chercher les produits dont il a besoin. Le point sur lequel je voulais insister, c'est le signal d'alarme qui s'est allumé depuis quelque temps déjà et qu'auraient dû voir les prédécesseur de M. Bompard, c'est lequel ? C'est que Carrefour était numéro 2 en 2000-2001 et aujourd'hui 2 mondial. Aujourd'hui, il est 9e mondial. Donc pendant ce temps-là, en effet, il y en a 8 si qui je sont vous comprends bien, vous êtes en train de me dire que toute cette gestion mauvaise, catastrophique, même justifie aujourd'hui ce qui a été annoncé. Et oui, bien sûr, c'est une sanction. Mais c'est pas possible de dire ça. Oui, bien sûr, il y a eu des mauvais choix. Le choix sur le drive. Il y a eu des mauvais choix sur qu'est-ce qu'on fait avec le commerce électronique. Il y a eu des mauvais choix sur quel est le service qu'on rend aux clients. Des choix qui n'en sont pas sur comment on informatise cette entreprise. Et on n'arrête pas de faire des allers-retours, des changements. Mais maintenant, socialement, cette annonce de 2400 postes, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a pas que ça. Il y a donc les 2100 postes des magasins de proximité. Mais quand M. Bompard nous dit qu'il faut qu'il réorganise ou qu'il améliore les structures au niveau de la logistique, c'est combien de postes ? Mais vous n'êtes pas pour le statu quo non plus, puisque vous dénonciez ce qu'il y avait Quand il dit qu'il faut revoir l'organisation au niveau des supermarchés, c'est combien de postes ? Il y a 600 à 800 postes qui sont en cours d'être transformés en ce moment. Quand on met en place la location-gérance,
Ça veut dire que là, De quoi il s'agit, pardonnez-moi? c'est Oui. aujourd'hui Pour la les location-gérance pour les hypermarchés. 5 magasins vont être mis en location-gérance, il l'a annoncé, c'est en place. En vérité, quand il dit ça, c'est parce qu'il y a des magasins qui ont du mal à avoir l'équilibre. Alors on met de la location-gérance parce que des patrons indépendants seraient plus agiles. Mais en vérité, si on suit les chiffres, c'est pas 5, c'est pas 20, c'est peut-être plus. Et donc là, on a un potentiel de postes important. Donc le projet de M. Bompard, au-delà des 2500 qu'il annonce, est peut-être bien plus important que celui-ci. Anne-Claire Ruel, pour la communication, hier, ici même, sur ce plateau, nous parlions de l'annonce qui a été faite dans l'usine du Nord de Toyota. Et aujourd'hui, on a l'autre versant, si je puis dire aussi, de l'économie. Il y a eu des annonces d'investissement, de création d'emplois et aujourd'hui de destruction de départs volontaires. C'est aussi cela, l'économie. Il faut voir cela de manière nuancée, parce qu'hier, on se gargarise de quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est une situation compliquée, évidemment, pour ceux qui la vivent. Effectivement, et sous la pression des actionnaires, n'oublions pas aussi. C'est-à-dire que quand j'ai regardé pour préparer cette émission le communiqué de presse du groupe Carrefour, et évidemment, on sent que tous les mots sont pesés parce que c'est relu évidemment par le service financier de Carrefour, parce que l'enjeu aussi, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est maintenir les finances et faire remonter un peu le cours de bourse pour à court terme. Et là où peut-être que le patron, justement, Bompard, attend un petit peu une vision à long terme. Je vous rejoins aussi sur le fait qu'il ressemble énormément à Emmanuel Macron, effectivement. Ça vous fait sourire? Oui, c'est pourquoi? Ça vous paraît Sachant qu'il y a... hors propos, hors contexte, pas important? Oui. Alors c'est vrai que voilà, c'est des personnages médiatiques, d'accord. C'est des personnages médiatiques, certes, mais Pas seulement. pas seulement, parce Oui, qu'on mais pas seulement. Alors, la FNAC et le rapprochement avec Darty, par exemple, c'était quelque chose aussi qui était totalement impensable il y a quelques temps de cela. On va conclure. C'est dans ce qu'ils présentent qui sont peut-être semblables. Oui, alors, Qu'est-ce que vous attendez? Vous serez évidemment vigilant sur le suivi de ce plan. Vous nous dites que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais il n'y a pas de, j'allais dire, d'action qui est prévue de votre part. alors si, nous constatons qu'il n'y a pas de volonté de M. Bompard de venir discuter. Donc on a prévu une journée d'action le 8 février. Et devant Massy, il y aura plus d'1 millier de salariés pour venir exprimer nos attentes sur ce projet. On veut que le dialogue social renaisse dans cette entreprise, puisque l'histoire dans cette entreprise, c'est le dialogue social, hein, l'ensemble de ce qu'on a pu négocier dans le temps. Et aujourd'hui, on est à l'arrêt. Et le dialogue social dont on parle tant en ce moment. Merci. Tout le monde en parle, il faudrait le faire. Il faut le faire. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci aux Voix de l'Info. Vous restez avec nous. Il est tout juste 18h sur CNews. Bienvenue à vous en direct si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission de débat et d'analyse Les Voix de l'Info jusqu'à 19h. De nombreux sujets au programme ce soir. Alors nous venons de parler du modèle pour les hypermarchés. Le groupe Carrefour a donc annoncé ce matin un plan de restructuration, un plan de départ. Des milliers de départs. La mutation des métiers s'accélère, dont celle notamment, c'est un exemple, des caissiers et autres. Et toute la question va être celle de l'adaptation à cette mutation. On va écouter à ce sujet le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, ce matin. L'enjeu qui se présente à nous est de transformer en profondeur notre groupe pour que la richesse, le nombre et la diversité de ses actifs révèlent leur valeur. Moi, j'ai la conviction que notre groupe a la pleine capacité de réussir cette transformation. Faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, c'est l'objet du plan Carrefour 2022 que je vous présente aujourd'hui. Voilà, et ce plan, ces annonces ont provoqué l'inquiétude des syndicats au groupe. On va écouter l'un d'eux, justement. Cette annonce est importante. 2400 postes sur les sièges, c'est 1 poste sur 4. Donc c'est vrai que c'est très important. Malheureusement, en plus, ce plan est masqué et il y a certainement d'autres effectifs qui sont en question. Ce qu'on attend déjà, c'est que le dialogue social se réouvre. Parce que pour l'instant, M. Bompard rompt avec une tradition de dialogue social dans cette entreprise que l'on n'a plus depuis plusieurs mois. Ouais, en Chine. Dans l'actualité également, l'élite mondiale réunie à Davos, c'est le rendez-vous annuel des grands dirigeants d'entreprises et des politiques pour imaginer le monde de demain. Mais quel monde justement avec autant d'inégalités? Ce sera l'objet et le sujet de notre débat dans quelques minutes. On va écouter à ce sujet la patronne du FMI qui met en avant quant à elle la bonne forme de la croissance mondiale. Global growth has been accelerating since 2016 and all signs point to a continuous strengthening of that growth this year in 2018
and next year in 2019. So this is very welcome news. Dans l'actualité également, vous le disiez tout à l'heure en début de cette émission, ce sont les syndicats de personnel pénitentiaire qui ont quitté la table des négociations au ministère de la Justice, celui de Nicole Belloubet. On va écouter à ce sujet l'un de ces syndicats et ses revendications, alors que bien sûr le mouvement se poursuit et s'amplifie. On vient de quitter la table des négociations. Je pense que Madame la ministre, je l'avais dit, était mal entourée, mal conseillée, et ça se confirme. Elle n'a pas pris la mesure des choses. Donc elle nous propose une enveloppe de 30 millions d'euros, mais dans cette enveloppe, il y a déjà des choses qui sont en route et qui sont dans le PLF 2018, donc déjà budgétisées. Et pire que ça, enfin, on va diviser les agents. On est en train de créer une prime à l'agression. Donc là où il y a le plus d'agression, les agents ont de l'argent. Puis ailleurs, ils n'en auront pas. Enfin, on se moque du monde. On est à côté de la plaque, rien sur le statut. Et voilà, nous, on n'a qu'une seule envie, c'est de sortir de ce conflit. Voilà. Donc c'est notre. Mais aujourd'hui, elle n'a pas compris, elle n'a pas mesuré la situation. Voilà pour cette actualité. Place au débat. À présent, on va parler d'un rendez-vous annuel, celui de Davos. C'est le rendez-vous annuel des grands dirigeants d'entreprises et des politiques. Ça se passe en Suisse et c'est présenté comme le rendez-vous pour imaginer le monde de demain. Pour en parler, je suis, et vous voyez en direct, Justin Trudeau qui est en train de s'exprimer dans ce forum économique mondial. Vont succéder évidemment d'autres dirigeants. Emmanuel Macron y sera demain. Il y a également les grands patrons, les patrons des multinationales. D'ailleurs, c'est le même patron qui était hier à Versailles avec Emmanuel Macron. On va en parler. Je suis toujours entourée des voix de l'info. Et pour ce débat, on va accueillir Raphaël Legendre. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue Raphaël, journaliste économique à l'Opinion. Raphaël, c'est ainsi qu'il faut le présenter. C'est vraiment l'élite mondiale et certains diraient même mondialisée qui est réunie à Davos aujourd'hui. Oui, c'est l'élite, très clairement. C'est l'élite qui se donne rendez-vous à Davos. C'est une élite plurielle. C'est différents mondes qui viennent se rencontrer. C'est pas de l'entre-soi, bien au contraire. C'est tout l'inverse. Le sujet de Davos, c'est faire se rencontrer des gens qui n'ont peut-être pas l'occasion de le faire durant l'année. Des politiques, on attend 70 chefs d'État et de gouvernement, je crois, cette semaine. Des dirigeants d'entreprise, bien évidemment, plus de 1000 grands patrons se réunissent en Suisse, mais aussi les parties prenantes de la société civile, des ONG, des associations, quelques représentants du monde de la culture, et quelques acteurs qui seront là également. Voilà, tous ces gens sont conviés à discuter ensemble des grandes problématiques qui vont émailler la vie de l'année à venir. Une problématique, puisque le thème cette année, c'est celui-ci, créer un avenir commun, François Dorcival, dans un monde fracturé. La problématique des disparités de cette richesse mondiale, qui est quand même concentrée entre ces mains-là, elle est discutée par ces personnes-là. Oui, mais c'est encore un miroir fracturé que celui-là. C'est le rendez-vous annuel où le grand débat, c'est les inégalités dans le monde, le 1% qui procède de 80% de la richesse. Mais dans ce même temps-là, ce que l'on ne dit pas, sauf à un autre rendez-vous qui est celui de la Banque mondiale vous montre que le niveau de pauvreté dans le monde ne cesse de baisser. Bon. Vous avez pour ça des indicateurs. C'est bien dans la tendance, il ne faut pas mais on ne se contente de rien. Élevé, mais la répétition de l'inégalité de la richesse distribuée ne fait pas progresser le débat. En revanche, montrer que la pauvreté baisse et qu'elle baisse de manière spectaculaire en Asie, de manière moins spectaculaire en Afrique, ça aussi c'est une information. Et en 30 ans, c'est 1 milliard de personnes en moins qui sont au-dessous du seuil de l'extrême pauvreté. J'ai ici même ces enquêtes qui indiquent cela. Il y a d'autres enquêtes, il faut dire, d'autres organisations, des ONG qui affirment exactement le contraire. Non, donc on elles peut ne dire ce qu'on peuvent veut pas affirmer le contraire. Le font, François Dorcival. Mais elles ne peuvent pas affirmer le contraire. Simplement, elles disent, attention, il y a les méchants qui concentrent la richesse. Non, mais elles le font. Alors, mais c'est évident qu'il y a une richesse concentrée, mais il y a aussi de plus en plus de richesses distribuées grâce au système capitaliste. Attendez, Frédéric Dabi. L'opinion publique est plutôt sur la logique que la richesse est très, concentrée. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, Davos, et on reprend ce qu'on s'est dit précédemment, Davos fait partie d'un fantasme de dirigeants qui se rencontrent. Le côté ouverture dont vous parlez, les Français ne le voient pas. Il y a une dimension un peu yaltienne, c'est-à-dire les grands de ce monde qui se rencontrent et qui vont se partager. Mais qu'il faut déconstruire, justement. Il faut déconstruire. Et on vient de publier une enquête sur le complotisme qui montrait qu'une part non négligeable de Français était sur une dimension qui était une logique qui était on nous cache
la vérité, un petit nombre domine le monde. Ce type d'événement, d'autant plus que tout ce qui est économique est plutôt mal vu par les Français qui attendent plutôt des actions de micro-économie et de proximité. Quand on voit la succession, Versailles, hier ou avant-hier, aujourd'hui Davos, ça renforce ce sentiment d'éloignement dans un contexte où, en France, on est particulièrement plus sensible que le reste des pays européens. Je fais référence à l'enquête IFOP pour la Fondation Jaurès sur les inégalités et les sentiments d'injustice. Bon, on a compris en fait depuis hier avec Versailles et aujourd'hui, c'est un peu haro sur les riches ou en tous les cas rafraîchissant sur les grands patrons. C'est la cause de tous nos maux. Ce débat, il est pas nouveau. Vieille musique en France. Vieille musique en France. Parlez-en de Davos ou en tout cas de la croissance mondiale, de la mondialisation, du libéralisme. Un Chinois ou un Indien, il vous tiendra un discours bien différent de celui qu'on pourra entendre en France. Il a subi ou pas la mondialisation, ce Chinois aux États-Unis. Le Premier ministre indien Modi a ouvert aujourd'hui Davos. Il a rappelé que en 20 ans, le PIB indien a été multiplié par 6. Il est passé de 400 à 2400 milliards, tant et si bien que l'Inde va détrôner la France comme 5e puissance économique mondiale en 2018. Donc, effectivement, la croissance, elle profite à des centaines de millions de personnes de classe émergente. La question n'est pas de savoir à qui elle profite tout d'abord, mais on a bien compris qu'Emmanuel Macron se veut le héros, en tout cas le défenseur d'une mondialisation, dit-il, équitable pour tous. Est-ce qu'il faut Oui, dites-vous. Mais ma question, c'est est-ce qu'il faut y croire? Enfin, bien sûr, pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, François Tartel, ce n'est pas évident. Même pour notre ami Dorcival, parce qu'en fait, quand il dit le problème, c'est pas l'équitable ou l'inégalité, c'est le fait que malgré l'inégalité, ça monte en bas. Voilà. Heureusement que j'ai un traducteur clair de ce que j'essaye d'expliquer. Oui, l'inégalité, elle existe, mais à la limite, ça n'a pas grande importance. Alors après, vous dites qu'il y a une controverse sur les chiffres. Oui, parce qu'effectivement, il faut savoir ce qu'on appelle exactement le taux de pauvreté. Il y en a qui l'évaluent à un certain niveau, d'autres qui l'arrivent à un niveau plus bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est le taux ne dit pas la quantité de pauvres. Ceux qui la vivent, la pauvreté, la sentent, on n'a pas besoin de savoir le taux de pauvreté. Non, mais dans les statistiques, si. Quand vous voulez faire une statistique, si. Et je pense quand même que le nombre de pauvres augmente. C'est-à-dire que le taux de la population déclarée comme pauvre peut baisser, mais comme la population, la démographie mondiale augmente à un rythme de 2 à 3% par an, le nombre de pauvres augmente dans la population mondiale. J'en suis absolument convaincu. Pour moi, le problème n'est pas tellement l'inégalité de richesse, il est l'inégalité de pouvoir. Parce qu'en réalité, si vous prenez la fortune de Richelieu par rapport aux plus pauvres vous allez en loin, France, là, oui, non, mais même alors allons plus près. La fortune de Rockefeller, quand vous le comparez par rapport au PIB de l'Amérique de la fin du 19e siècle, c'était du niveau de Jeff Bezos, en fin de compte. Donc, en fin de compte, il était d'une richesse absolument considérable. Seulement, la différence, c'est que les gens ultra riches aujourd'hui ont un pouvoir sur le monde que n'avaient pas les gens ultra riches de l'époque. On vient de parler justement du Carrefour et des problèmes de restructuration. Le pouvoir d'un homme comme Amazon sur l'emploi en France est absolument considérable, que n'avait pas Rockefeller. Et c'est ça le problème. Je vais vous faire redescendre des Rockefeller et des autres. Anne-Claire Ruel, concrètement, comment on pousse les États, parce que là, il y a une réunion des dirigeants, à lutter contre ces disparités. Il y a un outil quand même, et vous le connaissez mieux que moi, c'est la fiscalité, c'est les dépenses à des fins de redistribution. Est-ce qu'aujourd'hui en France, est-ce qu'il y a quelque part aussi reproché Emmanuel Macron, en tout cas pour cette première partie du quinquennat aujourd'hui? C'est ce qu'on lui reproche. Effectivement, c'est reproché. Alors il semblerait qu'il y ait des discussions évidemment dans les hôtels, parce que vous savez que tout se situe dans les hôtels actuellement. Vous avez la face immergée, c'est des réunions business où vous avez des hauts fonctionnaires d'État qui bossent sur les dossiers depuis 6 à 9 mois pour préparer les entretiens qui sont en face à face avec les chefs d'État, avec les entrepreneurs, donc de 20 à 30 minutes pour justement régler ces histoires. Et puis vous avez la face émergée, c'est la tribune un peu diplomatique pour la communication, où chacun va porter un message, du pape en passant par Justin Trudeau, là qu'on vient de voir actuellement, où les messages sont extrêmement politiques. Et c'est un mouvement économique, certes, enfin c'est un forum économique, mais c'est très politique en ce sens-là. Sur fond de Brexit, avec évidemment une multipolarité et puis quand même des personnages un peu clivants comme Donald Trump qui vont arriver derrière. Donc effectivement, pour le grand public, en termes de communication, ça exerce un extrême pouvoir de fascination et en même temps de répulsion totale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes derrière tout cela.
les parties prenantes se rencontrent. Visiblement, les dossiers peuvent aboutir pour certains. Prenons un exemple, parce que quand on dit les dossiers peuvent aboutir, soyons concrets, Raphaël Gendre. Un dossier que je prends au hasard, l'optimisation fiscale, par exemple, après les révélations sur les Paradise Papers, et là je parle d'optimisation, je ne parle pas de fraude fiscale, est-ce qu'il y a eu des actes ? Est-ce qu'il y a eu un changement depuis cela ? Est-ce que justement ces dirigeants parlent également de cela, puisqu'on parle d'actes concrets ? Alors là, pour le coup, Davos, c'est pas forcément la bonne enceinte pour ce sujet. La question de l'optimisation fiscale, c'est une question de réglementation et de législation fiscale. C'est donc aux dirigeants, c'est totalement souverain. C'est aux dirigeants des États de prendre la main là-dessus. Là, ce sont les États qui discutent ensemble de la gouvernance mondiale. L'optimisation fiscale est un sujet, mais il y a des enceintes pour ça. Il y a l'OCDE, il y a la Commission européenne qui a fait des propositions. C'est pas tout à fait à l'agenda de Davos, qui va être davantage concentré cette année sur les fractures sociales, le réchauffement climatique ou le clivage entre les hommes et les femmes aussi. Tout de même, comme ils se rencontrent. Ils se rencontrent dans les couloirs, ils se rencontrent dans des tables rondes, ils se rencontrent à dîner, à déjeuner, petit déjeuner. De quoi parlent-ils ? Ils parlent aussi de leurs affaires à eux de chefs d'État, c'est-à-dire de problèmes de conflit, mais également pour dire « venez donc chez nous, vous allez voir la fiscalité qu'on va vous donner ». C'est l'attractivité fiscale, c'est la concurrence fiscale entre les États. Ça, c'est encore autre chose qui est un véritable sujet. Bien sûr. L'attractivité fiscale, c'est l'un des arguments, l'un des slogans d'Emmanuel Macron. Et c'est nouveau, ça. Chez les Français, c'est nouveau. Et c'est nouveau. Est-ce que c'est bien perçu ? Alors, je sais que là, vous n'avez pas eu le temps, évidemment, dans vos enquêtes, de tester tout cela. Mais est-ce que cet attachement à une France qui gagne, à une France qui marque des points, etc., est-ce qu'il y a un vraiment attachement à ça ? Oui, il y a clairement cet attachement qui vient battre en brèche l'image de la France qui tombe, l'image du déclin qui a été pendant longtemps et qui reste encore en surface comme un point de représentation fort. Maintenant, il y a une attractivité que l'on voit à l'extérieur, une enquête il y a quelques semaines d'Ipsos qui faisait suite à une enquête IFOP sur les éléments d'attractivité de la France auprès de dirigeants d'entreprises installées étrangères, installées en France, montrait que tous les indicateurs, il y avait des bons de confiance, de crédibilité de l'entreprise France, de la marque France, qu'on n'avait pas vu depuis des années. Maintenant, les Français qui regardent plus l'international qu'avant restent aussi sur leur vrai sujet de préoccupation. Ce que vous venez de dire, Sonia, sur la fiscalité comme arme permettant la redistribution. Il y a clairement dans l'opinion une rupture qui date de la crise des dettes souveraines en 2011 et du premier coup de massue fiscal du gouvernement Fillon, qui a fait suite après en 2012 et en 2013 du choc fiscal du gouvernement Hollande, Jean-Marc Ayrault. Les Français sont de moins en moins attachés à cette redistribution. Là, on me fait remarquer sur les réseaux sociaux, c'est intéressant, Jean-Luc Gombault, je vais vous faire réagir, puisqu'on a parlé d'optimisation fiscale, on nous dit, mais attention, l'État coûte cher, parce qu'on n'a pas diminué notre dépense publique. Est-ce que ce n'est pas là, justement, qu'il faudrait que le bas blesse ? Plus il y a de la dépense publique, plus, évidemment, ça coûte cher. Le problème, c'est qu'on ne sait pas la réduire, sauf de manière, je dirais, aveugle. Ce qu'a essayé de faire M. Sarkozy, je supprime un départ sur 2, etc. Donc, sur le problème des paradis, Oxfam a publié son étude il y a à peu près une semaine, disant que les 1% les plus riches avaient fait 200 milliards d'économies rien que grâce aux paradis fiscaux. 200 milliards de dollars pour l'année dernière. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'effectivement, chacun des États manque d'argent. Donc, il manque de capitaux. Et donc, pour attirer ces capitaux, ils font, et c'est ce qu'on appelle la concurrence fiscale, ils font des appels d'air pour que ces gens viennent chez eux. Le problème, c'est qu'effectivement, si on ne réduit pas la dépense fiscale, et encore une fois, on n'a pas de méthodologie pour la faire, on n'a pas de méthode pour réduire cette dépense fiscale qui consisterait à dire, pour répondre à notre téléspectateur, à mon sens, qu'est-ce qui doit relever du public et qu'est-ce qui doit relever du privé. Cette étude n'est pas faite, n'existe pas. Alors à partir de là, évidemment, nous sommes coincés par le déficit. Ceci plus la stabilité fiscale. Ah oui, ça, c'est quand vous voulez attirer un investisseur qui soit privé ou public, vous lui dites venez chez nous parce que enfin, en rupture avec le passé, vous aurez Et la alors, stabilité on se rapproche de fiscale. cette stabilité fiscale en ce moment ?
Alors, pour le moment, ils ont quand même inventé 8 taxes nouvelles depuis qu'ils sont là. Mais c'est un rythme 2 fois inférieur à ce qui se faisait précédemment. Donc, essayons de poursuivre. On va conclure sur ce forum de Davos. Là, on va encore voir quelques images. Est-ce que, selon vous, vous êtes à l'opinion, j'ai vu un petit peu les éditos et la tonalité de vos papiers aujourd'hui, vous dites stop, arrêtez de dire les riches, haro sur les riches, etc. Est-ce que, justement, ce débat sur les riches nous empêche, finalement, d'avoir le vrai débat sur les inégalités, les causes, l'origine? Et on balaye avec cet argument de Macron, président des riches. On oublie qu'avant de redistribuer la richesse, il faut la créer. C'est un préalable, ça n'est pas une conséquence. Donc Emmanuel Macron, effectivement, a mis en place quelques mesures ou a rétabli un peu d'équilibre et de mesures dans la fiscalité française qui taxe énormément les plus riches. Donc il est normal que ce soit les plus riches qui bénéficient le plus de ces baisses d'impôts. C'est bien normal. L'idée derrière, c'est de relancer l'investissement productif, c'est de ramener les investisseurs et les investisseurs internationaux qui se réunissent à Davos sur le sol français. Il y a eu 3,5 milliards d'euros d'annonces d'investissement étrangers hier faits à Versailles. Il faut s'en réjouir. Et c'est une fois qu'on aura ramené cette richesse, qu'on pourra la redistribuer par l'impôt, effectivement, et une fois aussi que le système fiscal se sera un tout petit peu rééquilibré, parce que, je rappelle encore une fois, la France est le pays le plus dépensier du monde et le plus taxé. Frédéric Dabi, est-ce que cette étiquette sur les riches, de président des riches, elle a été décollée ou elle colle encore un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock? Elle n'a jamais vraiment collé, parce que pour les Français, il y a eu un président des riches, c'était Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron est vu, au contraire, comme le président qui favorise les plus riches. Et ce que vous venez de dire... C'était ma question, pourrait être... Non, mais c'était pas tout à fait pareil. Le président des riches, c'était tellement collé au style de vie de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas le cas pour Emmanuel Macron. L'équation que vous venez de présenter, l'acceptabilité par les Français sera conditionnée à l'obtention de résultats. Pour l'instant, les Français lui laissent du temps, mais ils attendent avant tout, et l'impatience sera réelle, des résultats. Donc, l'occasion d'en reparler avec ces résultats quand ils seront là. Merci messieurs, merci madame, merci les voix de l'info. Restez avec nous sur CNews. À suivre, c'est le grand entretien. 2 invités ce soir, 2 grands reporters au quotidien Le Monde, Ariane Chemin et Raphaël Baquet. Puis le point sur l'actualité à suivre.